un média de conviction. C'est important quand on est un média. La pertinence du média, on la tire de cette ligne éditoriale et de l'impact qu'elle a sur nos audiences qui s'engagent de manière massive. François vous a parlé des chiffres, on aime bien rouler des mécaniques. 22 milliards de vidéos vues, un demi-milliard de personnes qui sont touchées par nos contenus. Salut. Il y a une autre manière de voir cet engagement de l'audience-là, c'est un autre chiffre, qui est la confiance qui est accordée aux médias bruts. Vous avez à gauche les chiffres sur nos marchés principaux pour les autres médias. Seulement un tiers des personnes en France, aux États-Unis, un petit peu plus en Inde, déclarent qu'ils ont confiance dans les médias. C'est une étude Kantar, quand ils sont à peu près 90% à faire confiance au contenu qui est diffusé par Brut. Une fois qu'on a ce chiffre-là en tête, with great power comes great responsibility. Donc en fait, c'est ce chiffre-là qui va régir l'ensemble des opérations qu'on va faire en tant que média. Évidemment, c'est le travail des journalistes que d'avoir des contenus qui sont fact-checkés, investigués, sourcés. C'est le cas aussi, en fait, cette exigence, cette confiance, elle va aussi irriguer l'ensemble des opérations qu'on fait chez Brut, y compris quand on va parler de cas d'usage data et intelligence artificielle. Cette confiance-là, elle est aussi du côté de nos partenaires. On est un média gratuit, donc notre business model, c'est la publicité, qui est notre ligne de revenus la plus importante. Ça veut dire qu'il y a des annonceurs et des marques qui viennent pour diffuser du contenu publicitaire chez nous. Et cette confiance qui est donnée par nos audiences, on va la retrouver aussi, elle va être importante dans notre business model, puisque 91% de notre public estime que les marques qui s'associent à Brut rendent leur marque plus crédible. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour de l'asymétrie de l'attention. On ne peut pas avoir un travail journalistique pour lequel des audiences massives et des partenaires business accordent cette confiance, et de l'autre côté, ne pas avoir d'effet miroir sur la manière dont on va adopter l'intelligence artificielle. Donc c'est très humblement en fait qu'on va vous parler aujourd'hui avec Clément de ce sujet d'éthique, parce que pour nous c'est un sujet business. Et il y a un précédent en fait à ça, qui est le RGPD. Avant ça, la data c'était le Far West. C'est à partir du moment où il a été appliqué 4% de pénalité sur le chiffre d'affaires que tout d'un coup c'est devenu une exigence pour tous. Donc même si c'était un sujet qui ne nous touchait pas nous en tant que citoyens, en tant que personnes, en tant qu'individus ou en tant que professionnels, on peut faire l'abstraction de toute cette moralité-là. La réalité, c'est que quand on est un média, on n'a pas droit à l'erreur sur l'éthique, et notamment l'éthique sur les sujets d'algorithmes. Ça va être pareil pour vous les gars tout à l'heure, côté banque. Je vais vous écouter avec attention. Donc, la question qui se pose pour nous, on est une équipe jeune, ça fait 1 an et demi qu'on s'est constitué, c'est de se dire, par notre conviction et par cette confiance que nos audiences ont en nos actions, comment est-ce que, en fait, par quoi je commence? Et on a commencé cette keynote par une définition très philosophique de l'IA. Donc, par quel angle je la prends? Au-delà de c'est bien, c'est mal, c'est de la morale, on est là pour faire du bien, etc. Comment j'en fais, en fait, pragmatiquement pour préserver mon business? Eh bien, la réalité, c'est qu'on s'est posé les mêmes questions que vous. Déjà, je pense qu'on peut se dire qu'il n'y a pas de consensus sur une définition de ce qu'est l'éthique dans l'IA. Par contre, on a des exemples très concrets de choses qui n'ont pas été éthiques. Vous avez tous en tête l'exemple de l'algorithme d'Amazon qui était censé gérer au talent management et aider à l'échelle mondiale Amazon à gérer sa force, ses ressources humaines et leur promotion. Et on a terminé par des hommes blancs, cisgenres, 50 ans, avec un polo Lacoste, qui ont été promus. Donc, est-ce que faire de l'IA éthique, c'est faire de l'IA qui n'est pas biaisée par rapport aux questions de genre, aux questions de sexe, aux questions sociodémographiques plus globalement? Un deuxième exemple qui a été cité tout à l'heure, c'est celui de l'impact environnemental. Effectivement, est-ce que j'ai envie, à chaque fois, d'être l'Américain moyen, que je prompte mon algorithme et d'avoir un impact environnemental, sachant qu'on a un Slack ici qui fournit de messages haineux envers les personnes qui ne mettent pas la bouteille dans la bonne poubelle de recyclage. Donc, est-ce qu'une IA éthique, c'est une IA environnementale? C'est très sérieux ici chez Brut, attention. Et puis, un autre exemple qui a été cité tout à l'heure, c'est Parcoursup. Donc, moi, je l'ai vécu avec ma petite cousine, voilà, qui est reçue nulle part, même si
Elle a 16 de moyenne en bac équivalent S, je ne sais plus comment ça se dit aujourd'hui. Donc personne ne comprend rien. C'est à l'échelle de toute la France. Ça impacte très sérieusement la vie de plusieurs familles. Donc est-ce qu'une IA éthique, c'est une IA qui est transparente et par laquelle on sait expliquer les résultats et notamment les variables? La réalité, c'est que le point commun entre tous ces points, c'est l'impact sur les individus. Et je trouve que c'est une bonne manière de commencer pragmatiquement des actions pour implémenter de l'éthique dans l'IA qu'on fait à l'échelle d'une petite équipe. En fait, ce n'est pas juste une IA qui est environnementalement responsable ou qui n'est pas biaisée, etc. On va focuser sur l'impact sur l'individu parce que je pars du principe qu'une IA n'est pas neutre. Le problème n'est pas dans l'IA, le problème est dans la manière dont on va construire la technologie et la donnée que l'on va donner à manger à ces algorithmes-là. On a clarifié par quel angle prendre en fait l'IA éthique. C'est celui de l'impact sur les individus. Donc en tant qu'équipe, on doit être en capacité de lister et de comprendre quels vont être les impacts de nos algorithmes, peu importe les individus qui sont concernés. Et tant qu'on est en train de parler d'individus, il y a 3 points de vue à prendre en compte. Il y a le point de vue de la citoyenne, du citoyen, utilisateur de l'IA. Il y a le point de vue du technicien, du développeur, celui qui va coder ou qui va packager ou qui va refactorer des IA disponibles. Et puis le point de vue du régulateur, on en a parlé. Là encore, le point commun entre ces 3 profils-là, c'est qu'en réalité, c'est nous. On est utilisateur, on est citoyen, on est impacté par des algos tous les jours. On est aussi producteur d'intelligence artificielle. Et depuis le RGPD, depuis 5 ans maintenant, on sait que nul n'est censé ignorer la loi et que du coup, en fait, je me substitue aussi au régulateur pour exécuter le cadre législatif dans lequel on travaille, peu importe d'ailleurs que l'on soit en Europe ou dans des pays peu regardants. Donc l'éthique, ce n'est pas les autres, c'est nous. Donc à partir de ce moment-là, une fois que j'ai clarifié le terrain de jeu et comment prendre ce sujet de l'IA éthique et qu'on s'est fait la conviction que de toute façon c'est un sujet que l'on ne peut pas éviter, et qu'il y a en plus l'impact business, ça devient quelque chose d'hyper concret à opérationnaliser. Donc j'ai identifié les angles d'attaque, j'ai identifié les rôles, notre rôle en tant qu'équipe et en tant que professionnel dans cet écosystème-là. Il ne me reste plus qu'à activer des leviers. Les leviers, et donc c'est là où ma petite icône elle est pour l'humilité, hein, c'est work in progress. On n'est pas là pour vous dire qu'on a trouvé la recette miracle. On a beaucoup de choses à apprendre et on apprend en avançant. Surtout qu'en 18 mois, on a une dizaine d'algorithmes qui sont en production, mais qui sont des algorithmes d'ordre technique, donc qui vont servir une roadmap data, de la classification, du cleaning, de la segmentation, etc. On a mis en prod notre premier algorithme direct to consumer, qui est un algorithme de recommandation de contenu. Et Clément va du coup vous parler des leviers qu'on a pu activer. Mais en tout cas, en termes de leviers, je vais reprendre chacun des items qu'on a vus tout à l'heure. Sur le sujet de la diversité, ce que j'ai commencé à vous dire, c'est que ce n'est pas l'IA qui n'est pas diverse ou qui est biaisée, c'est la manière dont on a construit cette IA-là. Donc, on avait un concept dans la data qui était le garbage in, garbage out. Là, c'est discrimination in, discrimination out. Et la discrimination, elle passe par des leviers très concrets que l'on peut activer. Le premier, c'est le recrutement. On en a parlé. Donc, tu parlais du circuit court de la data. Je suis désolée, des équipes de data science où il n'y a que des garçons. Parmi eux, certains sont très conscients des sujets de genre, des différences, etc. Mais on n'a pas la focale, on n'a pas le focus, on n'a pas l'angle, on n'a pas le vécu pour se dire moi, je suis biaisée en tant que femme, je suis biaisée en tant que personne de couleur, je suis biaisée en tant que maman, je suis biaisée en tant que CSP-, etc., etc. Donc la diversité dans l'IA, elle passe par un recrutement qui est divers. Il y a le sujet aussi du background académique, parce qu'il y a aussi des biais sociaux et sociétaux. On ne peut pas construire des algorithmes si on est une équipe qui ne sont pas biaisées, si on est une équipe de personnes qui ne viennent que de grandes écoles, où on sait très bien que le background social est très privilégié. Il faut des parcours qui viennent de l'université, il faut des parcours qui viennent de reconversion académique, il faut des gens qui viennent de régions, etc., etc. On a le sujet de donner à l'apprentissage une donnée qui est holistique pour l'apprentissage.
Celle-là, elle est un petit peu compliquée parce qu'en réalité, on a un set de données qu'on estime le plus large possible et toute équipe data, modulo la conformité, essaye de collecter un maximum de données, mais en réalité, on n'est pas sûr qu'on donne une donnée la plus variée possible. Donc ce levier-là, c'est plutôt un levier a posteriori où il faut des counter-metrics pour aller confirmer que j'ai bien tous les profils qui sont décrits par toute la data que j'ai. On peut emprunter ici une démarche au marketing qui est la démarche des personas et qui est de se dire je dresse un portrait robot, encore une fois, de cet individu qui va être impacté et je vais pouvoir en faire une série de profils ou de scénarios. Et dans ce cas-là, checker que j'ai bien une donnée renseignée sur chacun des profils qui vont être impactés ou pas par mon algorithme. Mais celle-ci, elle est tricky. Du coup, on la gère par du monitoring, de l'alerting, avec des métriques un petit peu spécifiques. Et c'est typiquement ce qu'on est en train de faire, notamment avec l'accompagnement de Benoît. Maintenant que l'algo est en prod, on n'a aucune idée de comment il va se comporter, comment il va être biaisé ou pas. On a mis en place quelques garde-fous, qui sont des garde-fous technologiques, mais on n'a aucune certitude que l'algo va se comporter de la manière que les algos d'ailleurs, parce qu'il y en a plusieurs qu'on a B-test, etc., évidemment. Donc il faut mettre en place de l'alerting. Et puis voilà, de parler à des professionnels, à des personnes qui, voilà, comme l'INERIA, comme le ABA, etc., qui travaillent sur ces sujets-là et qui viennent nous alimenter avec des choses qui peuvent nous paraître parfois très académiques, mais dans une relation d'interaction et de co-construction, on peut trouver des traductions techniques et opérationnelles à ce background académique et de recherche. Le deuxième sujet, celui dont je peux vous parler, c'est celui de la compréhension, de la transparence, de l'explainability. Alors là, pour moi, c'est du bon sens paysan, puisque c'est de la conduite du changement dans le cadre d'un projet informatique, en fait. C'est ce qu'on est censé faire, quelle que soit la technologie que l'on utilise et que l'on met à disposition de nos utilisateurs. On forme les gens. En design, ils sont là, ils représentent le métier, ils nous expliquent leurs règles métier. On co-construit une solution. Ils la recettent pour savoir si l'algorithme ou si l'IA se comporte de la manière dont on le voudrait. Et donc, on les accompagne et on dédie du temps à l'appropriation des technologies et on apporte des réponses lorsqu'on peut le faire, en toute transparence. Donc, c'est de la conduite du changement. Celle-ci me semble, déjà, on peut être créatif dans le cadre de la conduite du changement, dans le format. Il n'y a pas que les formations, il y a des supports, il y a des vidéos, il y a des modes opératoires. On peut faire des brown bag lunch où les gens viennent avec leur déj et puis on décortique les résultats de l'IA, etc. Ça crée une proximité avec les utilisateurs qui, de toute façon, est bénéfique dans le cadre d'un projet informatique ou technologique. Donc celle-ci, j'ai un peu de mal à me dire qu'on ne pourrait pas la faire. La dernière, qui était l'impact environnemental, il n'y a pas de slide dessus. Parce que celle-là, on ne l'a pas craquée, en toute humilité. On travaille sur une plateforme qui est Google Cloud Platform et qui désormais affiche un petit logo vert qui dit cette requête-là, elle est green, vous venez de consommer X% de votre empreinte carbone. Est-ce que c'est du greenwashing? Est-ce que c'est vrai? On ne s'est pas penché sur le sujet, mais je pense que c'est une des choses qui pourra venir pour nous aider à nous approcher d'une IA qui est éthique. Le dernier point qui me tenait à cœur, et ça va faire un peu le lien avec ce que tu disais, c'est un sujet qui de toute façon va prendre beaucoup plus d'ampleur. Je le prends encore une fois du point de vue de l'impact sur les individus. Parmi les nouveaux métiers, il y a le métier de cogniticien. Donc c'est des personnes avec des backgrounds et techniques et sociologiques dont l'objectif est de créer des IA aux interactions les plus humaines possibles. Donc là, on a vu tout à l'heure une dame qui tabassait un robot. L'objectif de l'industrie, c'est de permettre un niveau d'interaction qui soit équivalent à une interaction avec un être humain. Donc ça veut dire qu'en face, les gens vont de plus en plus s'attendre, puisqu'on va masquer la frontière entre une interface robotisée artificielle et une interface humaine. Donc plus les gens vont être, comment dire, exposés à une IA qui est le plus humanisée possible, plus il faudra que ce sujet, plus le sujet d'éthique deviendra encore plus important. Et d'ailleurs, le corollaire à ce nouveau métier-là, c'est celui de l'éthicien en intelligence artificielle. On a parlé tout à l'heure d'un algorithm protection officer. Ça fait partie des métiers que l'on va commencer à voir de plus en plus. Il y en a à la Silicon Valley. Encore une fois, ethic washing ou pas, l'histoire nous le dira. Mais le rôle de ce protection officer, c'est de s'assurer que les systèmes de l'intelligence artificielle sont développés et utilisés de manière responsable.
Donc c'est pour ça, pour toutes ces raisons-là, que nous, bon, on a pris le sujet dès le départ. Après, on est une équipe jeune et on n'avait pas de legacy. Tout ce qui a été construit, on le construisait from scratch. Donc on est parti bien en tête en se disant qu'on allait faire à la fois la meilleure modern stack possible, mais à la fois dans les règles de l'art et de l'éthique. On verra si on y arrivera. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a possibilité d'avoir des leviers assez concrets. C'est un peu la politique c'est le vol le petit oiseau là, du colibri, exactement. Voilà. Et puis, plus le régulateur imposera des sanctions qui auront un impact sur le business, plus le sujet deviendra évident. Il se trouve juste que nous, chez Brut, c'est déjà un sujet, il y a déjà un impact business. Et donc, voilà, on se devait, le scandale ne peut pas venir par nous. Voilà, quand on parle d'éthique. Voilà, pour moi, je passe la main à Clément. Bonjour à tous, moi c'est Clément et je suis data engineer chez Brut et je vais vous parler d'un cas d'usage sur lequel on a pas mal bossé ces derniers temps et qui traite à la fois des sujets d'IA et d'éthique, qui est celui de l'algorithme de recommandation dont on a parlé juste avant. Donc cet algorithme-là, on l'a déployé dans une application mobile qui est celle de Brut, qui aujourd'hui adresse principalement l'audience française, mais qui très prochainement, vite, qui très prochainement sera aussi ouvert à l'international. On y a une offre premium qu'on appelle Brut Club et qui donne accès à des contenus exclusifs, des événements exclusifs, des documentaires, des lives et puis toutes les vidéos brutes que vous avez l'habitude de voir sur les réseaux. Vous allez les retrouver aussi sur cette application. Et je vous encourage à la télécharger à la pause. On n'a pas la vidéo, c'est dommage. Mais c'est pas grave. Dans cette application, on a un feed. Donc c'est un espace de consommation de vidéos qu'on peut retrouver sur des applications comme TikTok, Facebook ou Instagram. Et on va swiper pour avoir un contenu brut. Et dans ce feed, on a déployé en avril 2023, donc c'était il n'y a pas si longtemps, un algorithme de recommandation qui est personnalisé pour chaque utilisateur et qui va fournir différents types de vidéos, des lives, des trailers, des vidéos plutôt de type breaking news et des vidéos evergreen qui sont des vidéos qui n'ont pas forcément de lien avec l'actualité, mais qui sont des vidéos brutes quand même. Et donc cet algorithme-là, il est déployé de telle sorte à ce qu'il se mette à jour en continu. Donc une fois par jour, il est réentraîné sur l'historique. Ce qui fait que l'algorithme qu'on avait déployé en avril 2023 n'a plus rien à voir avec celui qui existe aujourd'hui et qui est en production. Je vais revenir rapidement. Ouais, on va passer à la suite. Je vais revenir rapidement sur son fonctionnement, mais il n'a rien d'exceptionnel. C'est un algorithme de recommandation assez classique qui va combiner deux concepts. Le premier, c'est celui de la similarité de contenu. Donc, parce que vous avez regardé des vidéos de type politique, bah, on va avoir tendance à vous les reproposer. Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle le filtrage collaboratif. Parce que vous avez des utilisateurs qui ont des comportements similaires sur l'application, des comportements similaires aux vôtres, ils ont vu des contenus et potentiellement ces contenus-là vont aussi vous intéresser. Et donc c'est la combinaison de ces deux concepts-là qui vont alimenter le feed pour chaque utilisateur de manière continue. Et donc il y a une notion qui est assez importante, c'est celle de feedback. Comment on qualifie si un utilisateur a ou pas apprécié le contenu. Ce qu'on va regarder, nous, c'est l'engagement. Donc, c'est un feedback qui est plutôt explicite. Si l'utilisateur a liké le contenu, il a partagé, il a laissé un commentaire, on imagine que c'est parce qu'il a plutôt eu une interaction qualitative avec ce contenu-là. Et le deuxième type de feedback, il est implicite, c'est l'usage. On fait l'hypothèse que parce que vous avez passé du temps sur la vidéo, alors vous l'avez apprécié. Si vous êtes allé jusqu'au bout de la vidéo, c'est que potentiellement c'est un contenu qui vous a plu. Ce qu'on sait avec ce type d'algorithme-là, c'est qu'ils ont tendance à... tu peux passer à la suite, s'il te plaît, merci. Ils ont tendance à développer des biais, donc qui sont plutôt bien décrits dans la littérature, et notamment dans une série d'articles publiés par Le Monde, par l'équipe de Benoît, donc ils sont juste là, donc des algorithmes de popularité
Là, on va avoir les contenus les plus populaires qui vont avoir tendance à remonter en premier, ou l'apparition de bulles de filtre. Parce que vous avez regardé des contenus politiques, bah, on vous recommandera plus que ça. Et finalement, bah, ça va un peu dégrader votre expérience utilisateur. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est de trouver des moyens, dans un premier temps plutôt simples, pour mitiger la présence de ces biais dans l'algorithme de recommandation. Les premiers, c'est d'abord de mettre en place des systèmes de monitoring, à la fois des KPI business, pour s'assurer que l'algorithme ne part pas complètement en vrille au moment du déploiement, mais aussi sur le contenu des vidéos qui sont proposées. On voulait s'assurer qu'il y avait bien des trailers, des lives, mais à la fois des vidéos plutôt breaking news qui remontaient dans le feed et de manière un peu homogène. Donc ça, c'est le premier niveau. Tout à l'heure, Benoît a parlé des variables démographiques. On a fait le choix de ne pas les insérer dès le départ parce qu'on savait que potentiellement, ça pouvait introduire un biais assez fort dans le fonctionnement de l'algorithme de recommandation. Et enfin, le dernier point, c'est celui de la curation journalistique. On laisse la main à l'édito sur la surpondération de certains contenus, par exemple les lives, par exemple les breaking news, et puis après, c'est tous les autres contenus qui vont être affichés. Et ça permet un peu de limiter l'impact des biais et puis aussi l'impact de l'algo de recommandation. Il y a deux choses sur lesquelles on aimerait avancer. Le premier, c'est la sérendipité. C'est l'idée qu'on peut essayer de sortir les utilisateurs de leur bulle de filtre en intégrant un peu plus d'aléatoire et en choisissant des contenus qui, initialement, l'algorithme ne les aurait pas forcément recommandés, mais en fait, ça va leur améliorer l'expérience utilisateur et puis peut-être que ça va les mener vers d'autres sujets d'intérêt. Et puis le dernier, c'est donc la détection de biais, donc de patterns. C'est un sujet qui est assez complexe, qui nécessite pas mal d'investissement en temps de R&D pour développer les outils, parce qu'on s'est retrouvé confronté à un problème, c'est qu'il y a finalement très peu d'outils disponibles sur étagère et de cadres méthodologiques qui permettent de facilement détecter l'ensemble de ces biais dans les algorithmes de recommandation. Et c'est pour ça qu'on s'est rapproché de l'équipe de Benoît et Jordan pour mettre en place les fameux utilisateurs de synthèse qui vont simuler des comportements et sur lesquels on va regarder l'output de cet algorithme de recommandation pour s'assurer qu'il n'y ait pas non plus de biais trop présents. Ah ben, est enchaîné. Parfait. J'ai un peu dépassé. On voulait aussi parler d'un autre sujet qui est celui des algorithmes génératifs, parce qu'évidemment aujourd'hui tout le monde en parle. Je n'ai pas forcément besoin de repréciser de quoi il s'agit, mais c'est des algorithmes qui sont capables de générer du contenu. Et pour un média comme Brut, qui est par définition un producteur de contenu, vidéo, texte et audio, c'est des algorithmes pour lesquels évidemment on a un fort intérêt aujourd'hui pour des cas d'usage autour de la traduction automatique, du résumé ou de la génération de vidéos, et puis pour tout ce qui va être génération et correction de sous-titres. Il y a des risques qui ont été évoqués dans l'introduction par Johan, sur le fait que on a très peu de visibilité sur le contenu des datasets d'entraînement. On a très peu de visibilité sur les mécanismes de ces algorithmes génératifs qui sont disponibles sur étagère. Que dans la plupart du temps, les algorithmes ne fournissent pas les sources, ce qui peut être un problème. Et on voit que ChatGPT a tendance à halluciner par moment et ne pas avoir les sources quand on est en train de faire un sujet, ça peut être très problématique. Et puis il y a aussi un sujet de sécurité des données. Et pour un média, l'impact, il est assez majeur. On parle de manipulation d'audience, de gestion des droits d'auteur et puis de désinformation. Donc on essaye de réfléchir, on n'a pas encore bien tout défini, mais il y a des bonnes pratiques d'utilisation de ces algorithmes génératifs pour éviter de se tomber dans les impacts qui sont listés juste là. Donc par exemple, on a limité l'usage de modèles en boîte noire, qui est évidemment pas forcément toujours possible, mais au maximum de pouvoir réexploiter des modèles open source ou des modèles qui seraient hébergés sur nos serveurs. Il y a aussi un sujet qui est assez important autour de la sensibilisation de
toute l'équipe data, et pas seulement des data scientists. Quand on parle d'éthique aujourd'hui, on parle beaucoup des équipes de data scientists. Alors, ce n'est pas les seuls métiers qui vont être confrontés à ces algorithmes génératifs. Et donc, c'est les product managers, les data analysts et les data engineers qui doivent être aussi embarqués dans ces programmes de sensibilisation. On a aussi une page Instagram qui traite des sujets Brutia et qui est animée par par des journalistes, Nicolas Néran, qui s'occupe de sensibiliser l'audience de Brut sur les enjeux autour des algorithmes génératifs. Et ça, c'est hyper important. Et on réfléchit aussi à une façon de systématiquement afficher sur les contenus visuels qui vont être proposés à nos utilisateurs le fait que qu'on a utilisé des algorithmes génératifs pour produire ces contenus-là et que potentiellement comment dire, ils sont affichés, enfin, c'est des contenus qui auront été générés automatiquement. Et voilà, c'est tout pour moi.